Bonsoir, bonne et fructueuse année 2021 à tous et à toutes. Bienvenue à votre magazine hebdomadaire, l'invité de H. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir M. Sosson Tadadjo. Il est doctorant économiste, chercheur à l'université de Tchang. Monsieur, bonsoir. Bonsoir et bonne année 2021. Merci, bienvenue au fauteuil de l'invité de H. Merci, c'est un privilège pour moi d'être votre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes l'auteur du journal World Development, paru dans l'une des plus grandes revues de sciences économiques en 2020, c'est ça? Oui. Tout au long de ce programme, nous allons aborder des sujets relatifs à la pandémie du coronavirus. On se rappelle bien que l'Occident avait prédit la catastrophe de la contamination en Afrique subsaharienne, mais curieusement, ça n'a pas été le cas. Et pourquoi le nombre de cas de Covid-19 est-il resté faible en Afrique? C'est l'une des thématiques phares de ce programme. Outre cela, vous et moi faisons un constat selon lequel les pays développés souffrent d'une malédiction des ressources naturelles. Comment les pays africains peuvent-ils parvenir à rompre cette malédiction des ressources naturelles? Autant d'interrogations qui seront donc décryptées avec pertinence dans cet entretien avec vous, Monsieur Sosson Tadadjo. Prenons donc cette courte respiration et on se retrouve juste après. Bon retour sur ce programme, Monsieur Sosson Tadadjo. En février 2020, on se rappelle, l'Organisation mondiale de la santé avait prédit la catastrophe de la pandémie du coronavirus en Afrique subsaharienne. Mais fort curieusement, c'est le revers de la médaille. Alors qu'on s'attendait plutôt à voir les pays moins développés tels que le nôtre à être l'épicentre de la maladie, le Cameroun est devenu plutôt un modèle pour cet Occident. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Merci. En effet, la pandémie de Covid-19 survient à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre 2019, dans la région de Wuhan en Chine, et puis s'est rapidement propagé dans le reste du monde. L'Afrique subsaharienne est l'une des régions où la pandémie a mis du temps à se répandre compte tenu de la faible ouverture de l'Afrique subsaharienne comparativement à d'autres régions du monde. Donc, pour expliquer pourquoi le nombre de cas de Covid s'est faiblement répandu en Afrique subsaharienne, j'ai eu l'occasion d'écrire l'article paru dans le journal World Development, un numéro spécial consacré à la pandémie, avec Pierre Ngimke, professeur à l'Université d'État de Géorgie, dont j'ai eu l'occasion de faire la rencontre lors des séminaires doctoraux organisés à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Tchang par le recteur, le professeur Roger Tsafak, et le précédent doyen, le professeur Désiré Avom, actuellement en service à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Yaoundé 2 en tant que doyen. Donc, c'est un article que nous avons écrit pendant la pandémie et en effet, nous avons constaté que plusieurs mois après le diagnostic du premier cas confirmé de Covid-19 en Afrique subsaharienne, je crois que c'était en février, tout à fait. Oui, qu'on a diagnostiqué le premier cas. Mais force est de constater que le nombre de cas de Covid-19 est resté relativement faible dans cette partie du monde, contrairement aux prédictions, comme vous l'avez si bien dit, aux prédictions de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres experts. Ils avaient justement prévu une catastrophe en Afrique subsaharienne compte tenu de la faible efficacité des systèmes de santé, la faible capacité de prise en charge des patients, les faibles capacités de dépistage, de diagnostic et également la pauvreté qui sévit en Afrique subsaharienne. Mais cela n'a pas été le cas. Et dans notre étude, justement, nous mettons en évidence le rôle des facteurs démographiques et des facteurs géographiques, car il est évident de constater que l'Afrique subsaharienne est l'une des régions du monde qui se démarque à suffisance et sans ambiguïté de ces facteurs clés. Concernant les résultats de notre étude, en ce qui concerne les facteurs démographiques, nous montrons que le vieillissement de la population, c'est-à-dire la part de la population âgée de plus de 65 ans, a un effet positif sur la propagation de Covid-19.
Or, l'Afrique subsaharienne est l'une des régions ayant la plus faible part de la population Tout à fait. vieillissante. Seulement 3,3% de la population a plus de 65 ans selon les données de la Banque mondiale. Et comparativement à d'autres régions du monde, comme l'Amérique du Nord, où il y a environ 16% de la population âgée de plus de 65 ans, des pays comme l'Italie qui se caractérise avec plus de 25% de la population âgée Justement. de plus de 65 ans, cela constitue un facteur qui explique la progression de la maladie dans ces régions-là, mais pas en Afrique subsaharienne. S'agissant des facteurs géographiques, nous montrons d'une part que l'urbanisation, c'est-à-dire la part de la population résidant en milieu urbain, a un effet positif sur la propagation de Covid-19. Or, en Afrique subsaharienne, il n'y a qu'environ 45% de la population résidant en milieu urbain, contrairement à d'autres régions du monde. C'est un avantage pour le Cameroun, par exemple. C'est un avantage pour le Cameroun et pour d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Donc, contrairement à d'autres régions du monde où environ 60 à 70% de la population réside en milieu urbain, on se rappelle que le virus, il est importé, c'est-à-dire il vient plutôt de l'extérieur, et à travers les aéroports, et on sait que les villes qui abritent des aéroports sont densément peuplées, cela favorise la propagation de Covid. Or, l'Afrique subsaharienne, les villes sont encore relativement peu peuplées par rapport, par rapport à d'autres régions du monde, par rapport à d'autres grands pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, des pays où les grandes capitales sont densément peuplées. Aussi, nous montrons que la densité de la population explique également la progression de la pandémie, c'est-à-dire le nombre d'habitants au kilomètre carré. L'Afrique subsaharienne est encore peu densément peuplée dans ce sens-là. Il y a environ 117 habitants au kilomètre carré en Afrique subsaharienne, selon les données de la Banque mondiale, ce qui est encore relativement faible par rapport à d'autres régions du monde, comme l'Asie, l'Europe, l'Amérique latine également. Donc, c'est un avantage. Ensuite, nous montrons que la température moyenne au premier trimestre de l'année a un effet négatif sur la progression de Covid-19. Autrement dit, plus la température est élevée, moins il y aura de cas. Or, au premier trimestre de l'année 2020, c'est-à-dire de janvier, février, mars, les 3 premiers mois, on constate que la température moyenne en Afrique subsaharienne était d'environ 26,5 degrés. Or, d'autres régions du monde, comme l'Amérique du Nord, on a enregistré une température moyenne d'environ 9 ou 8 degrés. Or, l'Europe, c'était à peu près à 2 degrés Celsius. Cette température-là favorise la progression de Covid-19. Donc, l'Afrique subsaharienne a été relativement avantagée par rapport à d'autres régions du monde. Selon vous, l'observance stricte des mesures barrières n'était pas aussi un avantage du côté du Cameroun, puisqu'on a vu la façon dont le gouvernement camerounais a durci les mesures barrières. On se rappelle, le 17 mars, le Premier ministre avait fait une sortie interdisant les surcharges, par exemple, dans le secteur des transports, interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes. Ce côté-là n'est pas un avantage pour le Cameroun? C'est un avantage pour le Cameroun et pour d'autres pays d'Afrique subsaharienne et même d'autres pays du monde. C'est évident. C'est la principale recommandation de l'OMS, c'est-à-dire les mesures barrières telles que la distanciation physique, le port du masque, le lavage fréquent des mains. Mais d'autres pays du monde, comme l'Italie, l'ont très bien appliqué. Ils avaient même des capacités de mieux le faire, compte tenu de la qualité des infrastructures sanitaires, des masques, la disponibilité des masques. Mais ils ont été très touchés par la pandémie. Nous, les pays d'Afrique subsaharienne, nous avons bénéficié de cet avantage comparatif-là. C'est-à-dire la température moyenne, la faible densité de la population, le fait qu'on ait une faible population vieillissante. Ce sont justement des paramètres qui sont à notre avantage. Outre ces paramètres, on se rappelle aussi que ici en Afrique, nous avons par exemple la médecine traditionnelle qui nous a assisté avec Monseigneur Samuel Cléda de Douala, qui avec ses produits de la pharmacopée. Ce n'est pas aussi un avantage, ce ne sont pas des paramètres qui ont facilité les pays comme le Cameroun par exemple à sortir très rapidement de cette crise. Merci. D'entrée de jeu, je dirais que notre étude ne permet pas de répondre rigoureusement à cette préoccupation. Mais toutefois, nous pouvons quand même apporter quelques éclaircissements en précisant que le fait, n'est-ce pas, de se tourner vers la médecine traditionnelle en présence d'une crise sanitaire, c'est déjà un avantage. Ça veut dire qu'il y a un pas. Toutefois, pendant la pandémie, divers traitements ont été implémentés dans différents pays d'Afrique subsaharienne, pas seulement le Cameroun. Il y a eu le cas de Madagascar, les pays d'Afrique de l'Ouest également se sont démarqués dans ce sens. Mais
traitements mis sur pied ont été très mitigés, leur efficacité a été très mitigée sur le plan international, compte tenu du fait qu'ils ne respectaient pas, ils n'avaient toujours pas réussi les différents essais cliniques prescrits par l'OMS. Donc cela constitue un manquement. On ne peut pas jusqu'à présent approuver que voilà, les différents traitements mis sur pied en médecine traditionnelle ont été efficaces ou pas. Il faudrait, n'est-ce pas, mener une étude rigoureuse et qu'elle soit validée, et justement pour pouvoir valider ce genre de traitement. Revenons sur un autre paramètre. Ici en Afrique, on s'est dit au départ, lorsque la pandémie a été annoncée au Cameroun, on s'est dit les Africains ont un système immunitaire rigide. Ils peuvent facilement résister à ces virus. Ce n'est pas un avantage aussi du côté de l'Afrique subsaharienne? Une fois de plus, notre étude ne permet pas de répondre à cette question, mais il faudrait là se tourner vers les spécialistes du corps médical. Ils seront à même de démontrer cela. Mais de mon point de vue, j'ai des doutes. J'ai des sérieux doutes que le système immunitaire des Africains soit particulièrement résistant à la pandémie de Covid-19, contrairement au système immunitaire des Occidentaux. Il faudrait justement une étude sérieuse pour démontrer cela. Alors, toujours dans ce pan de la transmission de la Covid-19, ici, je vais beaucoup plus prendre le cas du Cameroun. Nous avons un système sanitaire qui est un peu, on va le dire ainsi, archaïque, avec des zones reculées, des zones enclavées. Il n'y a pas vraiment une bonne prise en charge des patients. Et vous pensez que le Cameroun s'est en sorti bien juste parce que nous avons ces facteurs de climatologie? En effet, le Cameroun s'en est bien sorti, justement, compte tenu des chiffres qui montrent la baisse du nombre de cas confirmés. Et globalement, nous n'enregistrons plus de décès. Là, le nombre de décès est vraiment en baisse. Actuellement, les chiffres montrent que nous avons environ 448 décès, les chiffres que j'ai consultés il y a 2 jours. Et le nombre de cas actifs à l'heure actuelle n'est plus que de 900. Ça veut dire qu'il y a une réelle baisse. On se souvient, il y a environ 6 mois à peu près, c'est-à-dire au niveau du mois de juin, nous avons à peu près 3 000, 4 000 cas actifs. Ça veut dire justement qu'il y a eu des efforts. En plus des facteurs que j'ai évoqués dans mon étude avec Pierre Ngimke. Facteurs démographiques. Oui, des facteurs démographiques. Il faut également relever l'engagement des pouvoirs publics. La sensibilisation faite par les pouvoirs publics. Nous avons vu plusieurs médias justement passer des discours pour inciter les populations à respecter les différentes mesures barrières, et c'est à féliciter. On a vu également des membres du gouvernement et certains particuliers également distribuer des masques, et ça, ce sont des mesures qui ont permis de venir à bout de la maladie, de limiter la progression du virus. Par exemple, moi qui suis dans les universités, pour ma petite expérience, il y a eu la distribution des masques dans les différentes universités, ce qui fait que chaque étudiant bénéficiait dans une certaine mesure d'un masque de protection. Et ça, ce sont des mesures qui ont permis de limiter la progression de Covid. Il y a eu la distanciation dans les écoles, dans les services publics. Donc, c'est ça, le lavage fréquent des mains. Oui. Permettez-moi, je voudrais revenir sur vos paramètres démographiques. Vous pensez que le faible taux d'urbanisation est un avantage réel pour les cas de pandémie? Bien sûr, c'est un avantage. Précisément dans le cas de la pandémie de Covid-19, c'est ce que nous avons démontré, que l'urbanisation constitue un avantage. Maintenant, en ce qui concerne d'autres pandémies, d'autres pathologies, je ne suis pas en même de répondre à cette préoccupation. Mais pour le cas de Covid-19, oui. Ok, je voudrais vous inviter à prendre cette courte respiration pour que nous puissions embryonner sur la deuxième thématique de ce programme avec l'assistance de la technique. Monsieur Sosson Tadadjeu, économiste, vous faites un constat selon lequel les pays un peu développés, qui regorgent des potentiels naturels, sont le plus souvent les plus pauvres, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui explique cela? En fait, le constat ne vient pas de moi, le constat vient de la littérature économique depuis les travaux séminaux de Sachs et Warner en 1995 qui montrent que les pays riches en ressources naturelles telles que le pétrole, le charbon, le gaz naturel ont des performances macroéconomiques, notamment une croissance économique plus faible que des pays riches en ressources naturelles, et qualifient cela de la malédiction des ressources naturelles.
Donc, c'est un constat qui est fait particulièrement dans les pays africains. On connaît l'immense potentiel naturel dont bénéficie l'Afrique, mais paradoxalement, l'Afrique reste encore relativement pauvre par rapport à d'autres pays, comme les pays d'Amérique latine, certains pays d'Asie, qui sont pauvres en ressources naturelles, mais qui ont une croissance économique soutenable, acceptable. Alors, comment les pays africains peuvent-ils rompre cette malédiction des ressources naturelles? En réalité, il y a plusieurs travaux qui ont démontré comment est-ce que les pays africains peuvent sortir de la malédiction des ressources naturelles. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'écrire un article dessus. C'est d'ailleurs la principale thématique de notre thèse sur l'effet des ressources naturelles sur la santé en Afrique. L'article, qui est un essai de notre thèse, est paru dans le journal Resources Policy, classé 3 CNRS, où nous expliquons, nous analysons l'effet de la rente des ressources naturelles sur l'accès à l'eau potable et l'assainissement en Afrique. Nous trouvons que la rente des ressources naturelles a un effet négatif sur l'accès à l'eau et l'assainissement. Il s'agit là des biens publics essentiels pour le bien-être des populations. Autrement dit, qu'est-ce que ce résultat signifie? Ce résultat signifie que les pays riches en ressources naturelles, comme le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, ne parviennent pas à utiliser efficacement la richesse rentière dont ils bénéficient pour améliorer l'accès à l'eau, pour fournir de l'eau potable aux populations, contrairement aux pays pauvres en ressources naturelles. C'est un drame, c'est un véritable paradoxe. Un constat troublant et déroutant pour la littérature. Alors, dans notre étude, nous montrons qu'en présence de la démocratie, une amélioration de la démocratie, de la gouvernance, pourrait permettre, n'est-ce pas, d'endiguer, de rompre avec la malédiction des ressources. Comment? Simplement parce que, en présence d'un système politique démocratique, c'est-à-dire un système qui a obligation de répondre aux besoins des populations, parce que s'il ne le fait pas, les populations auront la capacité de le sanctionner lors des prochaines échéances électorales. Ces gouvernements-là seront contraints, n'est-ce pas, d'améliorer le bien-être de la population, car ils sont évalués sur cette base. Donc, en améliorant la qualité des institutions, en améliorant la démocratie, en faisant des progrès majeurs vers la démocratie, c'est simplement, par exemple, à travers une meilleure compétition électorale. Okay. Et vous pensez qu'il n'y a pas une meilleure compétition électorale au Cameroun? Je ne pense pas particulièrement du Cameroun, mais en Afrique subsaharienne, globalement. Prenons le cas, par exemple, de la Libye, prenons le cas de la RCA, du Tchad aussi. Justement, ce sont des pays où le niveau de démocratie reste encore relativement faible. Quand je parle de démocratie, il ne s'agit pas seulement de compétition électorale, mais il s'agit également de liberté de la presse. Ce sont des paramètres La presse n'est pas libre selon vous? Je ne pense pas, je ne dis pas que la presse n'est pas libre, mais les indicateurs, il y a des indicateurs qui mesurent le niveau de liberté de la presse, Media Freedom, il y a des indicateurs. Et en se référant à ces indicateurs-là, on se rend compte que le niveau de liberté de la presse est encore relativement faible dans certains pays d'Afrique. Or, nous connaissons la puissance des médias pour le développement. Donc, lorsqu'on se réfère à ces indicateurs-là, on peut dire qu'il y a encore des progrès à faire. En améliorant justement la démocratie en Afrique, on serait en même de rompre avec la malédiction des ressources, c'est-à-dire de faire un meilleur usage, n'est-ce pas, de la richesse rentière dont nous bénéficions pour améliorer l'accès à l'eau. L'eau potable n'est pas le seul problème. Même l'accès à l'électricité et l'accès à d'autres biens publics. Donc, ça, c'est ce que j'ai pu démontrer dans mon étude. Mais d'autres auteurs mettent en évidence l'amélioration, par exemple, des progrès qui doivent faire dans la diversification des exportations. Les pays riches en ressources naturelles sont souvent victimes de la malédiction à cause de la volatilité des prix des ressources naturelles. Tel que le carburant. Tel que le pétrole. Lorsqu'un pays dont le PIB est expliqué à 50% par le pétrole. Lorsque les prix du pétrole baissent, cela grève les recettes budgétaires. Donc, il est nécessaire, n'est-ce pas, de diversifier les économies. Le Cameroun fait déjà des progrès dans ce sens, ça je peux le dire. On peut se rendre compte quand même que l'économie camerounaise est relativement diversifiée par rapport à d'autres pays de la sous-région. Et là, c'est quand même à féliciter.
Quand on prend par exemple le cas de la région de l'Est Cameroun, c'est l'une des grandes régions du Cameroun d'ailleurs, vous le Oui. savez. Oui. Et c'est l'une des grandes régions en termes de ressources naturelles. Lorsqu'on fait ce rapprochement, on se rend compte que cette région souffre bien évidemment. Qu'est-ce qui explique spécifiquement le cas de la région de l'Est par exemple? Avant de revenir sur le cas de la région de l'Ouest, j'aimerais également revenir De l'Est. de l'Est, autant pour moi. J'aimerais mentionner une autre approche qui pourrait permettre de rompre avec la malédiction des ressources naturelles. Il s'agit là de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Les pays qui s'engagent dans ce processus ont obligation de diffuser des informations sur les recettes, sur le processus d'exploitation de recettes, de collecte des recettes et des dépenses de l'industrie extractive, donc des richesses pétrolières, du gaz, etc. Donc, il y a des travaux qui montrent justement cela. Je l'ai d'ailleurs fait dans une étude, dans un article apparaît dans la revue African Development Review, en montrant que les pays qui s'engagent dans l'initiative pour la transparence des industries extractives sont à même, n'est-ce pas, de faire un meilleur usage de la richesse rentière pour améliorer l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Je pense que l'article pourra paraître en mars prochain, mars 2021. 2021. Maintenant, pour revenir sur votre préoccupation concernant la région de l'Est, c'est un cas flagrant de la malédiction des ressources. C'est-à-dire qu'une région abondamment dotée en ressources naturelles, l'une des régions les plus riches du pays, mais malheureusement, c'est une région où le niveau d'éducation est encore très faible, la qualité des infrastructures, il y a très peu de routes, les populations n'ont pas accès à l'eau, il y a la prévalence des maladies transmissibles, tels que le sida, c'est encore très élevé dans cette région. C'est simplement dû au problème de la répartition des fruits de la croissance, qui reste encore un problème criard dans notre pays. Il n'y a pas encore une réelle répartition des fruits de la croissance. Okay? Une fois que des efforts seront faits dans ce sens, c'est-à-dire pour le chef de l'État l'a mentionné, pour un développement inclusif, okay? Tout à fait. Nous serons à même, n'est-ce pas, de sortir certaines régions de la pauvreté et d'améliorer le bien-être des populations. Ça, c'est de un. Mais de deux également, nous avons espoir que le processus de décentralisation qui est en cours au Cameroun pourrait justement permettre à la région de l'Est de sortir de la pauvreté. Nous connaissons les bienfaits de la décentralisation, c'est abondamment documenté dans la littérature, en sciences économiques et même en sciences politiques. Donc, à travers le processus de décentralisation, une meilleure répartition des fruits de la croissance, c'est-à-dire un développement inclusif, tout à fait, qui prend en compte toutes les couches sociales, nous serons à même, n'est-ce pas, d'améliorer le niveau de développement de ces localités-là. Pas seulement l'Est, mais même l'extrême Nord et même les régions du Nord-Ouest. Je voulais vous poser la question, même pour le cas du Sud-Ouest, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté? Je pense que la solution est globalement la même. Okay? C'est-à-dire, on part d'abord des bases, c'est-à-dire une meilleure répartition des fruits de la croissance. C'est un véritable problème dans notre pays. L'amélioration également de la gouvernance. Les indicateurs de gouvernance dans notre pays ne sont pas encourageants en fait. Ne sont pas encourageants. La corruption, il y a des classements, Transparency International, ils font des classements chaque année. Et le Cameroun, malheureusement, est encore très mal noté sur ce plan. Donc des efforts doivent être faits dans ce sens, en luttant efficacement contre la corruption, en améliorant l'efficacité du gouvernement, en améliorant la liberté de la presse. Parlons justement de l'efficacité du gouvernement. Concrètement, qu'est-ce que le gouvernement devrait-il entreprendre? En ce qui concerne l'efficacité du gouvernement, il est nécessaire, n'est-ce pas, qu'il y ait un meilleur contrôle, un meilleur suivi des actions faites par chaque membre du gouvernement. Il y a déjà des initiatives qui sont prises dans ce sens, telles que le contrôle supérieur de l'État, il y a l'opération Épervier, mais même jusqu'à présent, au regard des chiffres, on se rend compte que quand on regarde le classement du Cameroun sur les indicateurs de corruption comme Transparency International, on se rend compte que le Cameroun est plutôt en situation décroissante. Oui, si on peut dire comme ça, mais il n'y a pas de réel progrès dans ce sens, ok? Il n'y a pas de réel progrès. Il faudrait changer un peu le logiciel de fonctionnement de notre pays. En un mot, quel conseil donnerez-vous? En un mot, je dirais simplement que le peuple camerounais devrait prendre conscience du fait que leur développement dépend d'eux-mêmes. Okay? J'encourage les jeunes
Camerounais à s'engager vers l'entrepreneuriat. Ne pas toujours tendre la main au pouvoir public en attendant, mais se lancer davantage vers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat étant un moteur de croissance très important. C'est noté, Monsieur Sosson Tadadje, doctorant, économiste, chercheur à l'Université de Tchang. Merci d'avoir honoré le rendez-vous à l'invité de H. Merci. À quand le prochain rendez-vous? Lorsque vous m'inviterez prochainement, je me rendrai disponible. C'est noté. Nous vous reviendrons très bientôt d'ailleurs. Merci. Alors, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres depuis cet début de soirée. Je vous invite à passer une agréable année pour cette première édition. De votre attention, merci. Bonsoir.